Il n'y a plus de machine arrière possible, ça y est, c'est parti. Le lancement de ce nouveau podcast, faut pas pousser les ISO. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que l'hybride 24-36 mm est devenu le nouveau roi de la photo et de la vidéo ? Cet épisode est présenté par Lumix, le S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images. Et ben voilà, ça y est, c'est parti. Premier épisode, première saison de ce nouveau podcast hebdomadaire, faut pas pousser les ISO, qu'on peut écouter absolument partout. Je suis ravi, c'est des semaines et des semaines de travail de ce projet qui devient enfin une réalité. C'est plus possible de faire marche arrière maintenant. Je suis ravi parce que je suis déjà très bien entouré, j'ai un très beau plateau pour ce premier épisode. Je vais présenter mes invités tout de suite et je vais commencer par Benjamin Favier qui va être bien plus qu'un simple invité, puisque Benjamin, tu vas être à mes côtés sur ce nouveau podcast toutes les semaines. Benjamin, qui est le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Bonjour Benjamin. Salut Arthur, ravi d'être là. Et à côté de lui, un confrère et ami qui est journaliste indépendant, Bruno Labarbère. Tu travailles pour, c'est très simple, toutes les plus grandes revues spécialisées photo en France. Alors pour les citer, Réponse Photo, Science et Vie Photo, Le Monde de la Photo maintenant. Tu es formateur à la Leica Academy et tu as été le chef de rubrique photo sur les numériques pendant de nombreuses années. C'est là qu'on s'est connus. Bruno, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, merci pour l'hospitalité. Et un peu plus tard dans l'émission, on aura Sébastien Marignani, qui est le boss, le président de la boutique Sélection Photo Vidéo, qui se situe à Paris, dans le 8e arrondissement. Toutes les semaines, on va démarrer par un point sur l'actualité. Je vous présente le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on va parler du ZX1, le premier compact expert signé Zeiss. On va également découvrir les dernières optiques Sigma et Tamron, ainsi que le nouveau flash de reportage Profoto. Enfin, nous vous emmenons à la découverte de la dernière exposition du photographe Joseph Koudelka. Le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Le Zeiss ZX1 fait de nouveau parler de lui. Le concept de compact expert présenté pour la première fois en 2018 à la Photokina est désormais disponible en précommande aux États-Unis pour le prix de $6 000. C'est un appareil qui se veut hors norme avec un capteur 24-36 mm de 37 millions de pixels associé à une focale fixe 1,35 mm f2. Particularité, il intègre directement Adobe Lightroom pour retoucher et partager instantanément ses images. Affaire à suivre. Sigma continue de développer son parc d'objectifs hybrides 24-36 mm avec le lancement d'une focale fixe très attendue par de nombreux photographes de nature, de portraits et de studio. Il s'agit d'un 105 mm f2.8 macro 1:1 en gamme Art. Particularité de cet objectif, il est compatible avec les deux nouveaux convertisseurs de focale uniquement disponibles en monture L 1,4x et 2x. Cela permet à l'objectif d'augmenter son rapport de reproduction 1,4:1 dans un premier cas et 2:1 dans le second. Le nouveau Sigma 105 mm f2.8 DGN Macro Art sera disponible soit en monture L, soit en monture E et proposé au prix de 749 €. On reste dans l'univers des optiques pour hybride Sony 24-36 avec Tamron qui lance officiellement son premier grand télézoom en monture FE. Il s'agit d'un 70-300 mm f4.5-6.3. L'objectif est protégé contre les intempéries et équipé de la motorisation autofocus RXD. Il sera disponible à la fin du mois et proposé lui aussi au prix de 749 €. Profoto lance le A10, son nouveau flash de reportage de type Cobra à tête ronde qui se veut aussi polyvalent qu'une torche de flash de studio. Le A10 remplace le A1X et intègre désormais la technologie RX qui permet de l'utiliser pour faire des photos avec un smartphone sous iOS uniquement pour l'instant. C'est la synchronisation d'horloge en Bluetooth qui permet d'envoyer l'éclair du flash au moment du déclenchement de la photo avec le smartphone. Le Profoto A10 est proposé au prix de 1075 €. Et enfin, pour terminer, la BNF François Mitterrand à Paris accueille une magnifique exposition du photographe Joseph Koudelka intitulée Ruines. On peut y découvrir 110 tirages exceptionnels encore jamais vus en panoramique grand format qui sont tirés de son travail personnel sur les sites archéologiques du pourtour méditerranéen.
L'exposition Ruine est ouverte jusqu'au 16 décembre prochain et un ouvrage est publié aux éditions Xavier Barral. Bon bah c'est pas mal comme actualité cette semaine avec la grosse surprise du retour du ZX1 de Zeiss. Tout le monde pensait que c'était un projet qui était jeté aux oubliettes, non ? Oui. Oui, en fait, ça, il me fait penser au Pixie, qui lui est français. Promis, espéré, attendu, oublié, remis en avant. Et je suis curieux de voir ce que ça donne, d'autant plus que si on regarde le marché des compacts VK36 Pro à ce niveau-là, C'est très très vite pro. fait le tour. Sony, le partenaire historique de Zeiss sur le numérique, était un petit peu absent depuis le RX1R Mark II. Donc je suis curieux de voir ce que le petit nouveau va apporter en plus, surtout au niveau ergonomique. Ouais, moi aussi, j'aimais bien les Sony RX1, les espèces de gros compacts 24-36, focal fixe intégrés. Là, je suis curieux de voir comment ils vont intégrer Lightroom dans leur offre. Bah, c'est Ils ça ont en lancé fait. ça. Pour moi, À c'est ça l'époque. le truc du futur. Donc il y a des chances que cet appareil tourne sous Android Voilà. pour faire tourner Lightroom mobile CC dessus. J'ai vraiment hâte de voir un peu comment ils vont gérer cette intégration. Et les premières images qu'on voit, c'est que ça a l'air quand même plutôt réussi. Bon, en termes d'optique, on peut faire confiance à Zeiss. Après, en termes d'intégration avec Lightroom, je ne sais pas trop où on va en être, parce que depuis l'annonce et la réalité, la politique commerciale de Lightroom a vachement évolué. Avec le cloud, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il faudra faire un petit peu le point là-dessus. Si on arrive à mettre la main sur un boîtier, ce qui est loin d'être acquis. Alors, la question, c'est du coup, ça va être chouette parce que en plus d'avoir un boîtier à $6 000, il va falloir probablement payer un abonnement 4G et une licence Lightroom complémentaire. Benjamin, tu l'as vu l'expo de Joseph Koudelka ? Et non. Moi, j'ai eu la chance de chroniquer le livre, qui est superbe aux éditions Xavier Barral, et j'ai bien l'intention d'aller les voir maintenant, ces panoramiques en vrai à l'expo avant qu'elle se termine. 105 mm de 8 macro art, monture E, c'est bon. C'est pas une grande révolution en soi, mais c'est une optique qui est indispensable. Et si je dis pas de bêtises, elle n'est pas sortie en monture réflexe. Absolument. Alors, en fait, elle est pas sortie en monture Art, en version Art. Il y avait un 70 mm en version Art pour réflexe et hybride, et il n'y avait pas ce 105 macro rebadgé. Donc moi, qui aime beaucoup cette focale et les optiques macro en particulier, je suis très curieux. Et Sigma dans la gamme Art, ils déçoivent rarement. Donc je pense que ça va être intéressant, ça. Bon, super. Bon, bah voilà pour l'actu. On passe à la suite maintenant et je te donne la parole, Benjamin. Cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'un combat de boxe légendaire vu par l'œil d'un photographe bien connu. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin. Nous sommes à Kinshasa, le 30 octobre 1974. Il est 3h du matin. C'est le combat du siècle, dans la jungle. Il oppose Mohamed Ali à George Foreman. En jeu, un titre de champion du monde. Adoubé par le dictateur zaïrois Mobutu, coiffé de son inamovible toque léopard, le sulfureux Don King, coupe afro et sourire hollywoodien, organise le show. Je danse comme un papillon, je pique comme une abeille. Devant les caméras, Ali fait monter la température. Massif, rictus en coin, sûr de sa force. Aux premières loges, une autre légende suit les joutes verbales avec intensité. Le reporter iranien Abbas n'est pas encore entré à Magnum. La boxe, pas son truc. Envoyé par le magazine Jeune Afrique dans l'ex-Congo belge, il couvre l'affrontement des colosses pour l'agence Gamma. Les jours précédant le grand matin, il a observé Ali, il l'a photographié, il a parlé à son entourage. Loin des micros et des caméras. Banni des rings pendant plusieurs années pour avoir refusé d'enfiler sa tenue de GI brandie par l'oncle Sam au Vietnam, Ali doute en coulisses. Il a peur. Foreman est bien plus jeune, bien plus puissant. Ce balai de sueur et de rage dans la nuit tropicale n'en est que plus grandiose. Littéralement emporté par la foule au fil des rounds, Abbas écoule ses films, tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur. Rien ne lui échappe. Les bons virevoltants d'Ali, les points d'acier de Foreman, jusqu'au punch décisif. Ali toise l'immense carcasse du jeune cogneur étendu au sol, le buste haut, tel un torero. Un cliché en suspension. Abbas immortalise une rencontre de légende en même temps qu'il écrit la sienne.
Elle est super ton histoire, Benjamin, mais ça sort d'où en fait? Alors, j'ai pas pris la DeLorean pour remonter en 74 comme ça par hasard. En fait, j'ai lu une BD cet été. Ah, ok, d'accord. Éditée par Dupuis en partenariat avec l'agence Magnum. 4e tome d'une série consacrée à des grands reporters et à des événements clés. Donc, il y a eu Capa et le débarquement, Cartier-Bresson et la libération des camps en 1945. Steve McCurry et les attentats de 2001 à New York. Et cette fois, le 4e tome est consacré donc à cette histoire du photographe iranien Abbas qui nous a quittés il y a quelques années en train de photographier Ali au Congo, à cette époque-là, face à Foreman. Enfin, un combat mythique dans l'histoire du sport. Et j'ai trouvé l'histoire assez passionnante de voir ce parallèle entre un champion qui revient sur le devant de la scène et ce photographe qu'on découvre à l'époque, qui n'est pas encore ce qu'il est devenu. Et le mélange BD-photo fonctionne très bien. Il y avait une BD comme ça qui s'appelait Le Photographe aussi, qui était vachement bien. Édité par Dupuis aussi, ils ont commencé là-dessus. On suivait Didier Lefebvre en Afghanistan à l'époque, en mission pour RSF, et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Bon, on passe au débat principal de cette émission. Je vous rappelle la question de base. Est-ce que l'hybride 24-36 mm est devenu le nouveau roi de la photo et de la vidéo ? Alors, l'actualité en termes d'hybride 24-36 est absolument délirante depuis quelques mois, quelques semaines. Alors, je vous fais l'inventaire des produits qui sont arrivés depuis cet été. C'est Canon qui a ouvert les hostilités début juillet en lançant l'EOS R5 et l'EOS R6. Puis, un peu plus tard, mi-juillet, il y a Leica qui a lancé le M10R. Fin juillet, Sony a lancé l'Alpha 7S III et Nikon le Z5. Début septembre, Lumix a lancé le S5. Mi-septembre, Sony a relancé un boîtier, le Alpha 7C. Et a priori, la semaine prochaine, le 14 octobre prochain pour être précis, Nikon devrait annoncer 2 nouveaux hybrides 24-36 mm, à savoir le Z6 II et le ZZ2. Donc, c'est clairement la tendance du moment. Pour rappel, c'est Sony qui a été un peu pionnier sur cette catégorie d'appareils photo avec le lancement de l'Alpha 7. Il y a quoi 2013 2013, on m'emballe un peu quand même. Ouais. Ça fait 7 ans. Il y a 7 ans. 27 octobre 2013. Depuis, tous les autres constructeurs se sont positionnés quasiment tous se sont positionnés sur ce segment. On sent très bien que l'implication des constructeurs dans le domaine du réflexe est clairement à la baisse. Donc voilà, est-ce que ça y est, maintenant, l'hybride 24-36, c'est devenu le nouveau boss de la photo et de la vidéo? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre. Alors, Bruno, je vais commencer avec toi et je vais te poser une question finalement assez concrète. C'est quoi qui fascine tant dans le format 24-36 ? Leica. C'est le format 24-36. Pourquoi c'est un 24-36 ? Parce qu'un jour, Oscar Barnack nous a pris une pellicule cinéma, l'a étirée, et comme il aimait bien le ratio 2/3, ça rentrait parfaitement entre les perforations de la pellicule. Et il se trouve qu'entre les perforations, il y a 24 mm, 50% de plus, ça fait 36, et boum. C'est une sorte de hasard. Très, pas heureux, c'est un hasard très subjectif finalement, et c'est assez rigolo de voir que plus d'un siècle plus tard, on est obnubilé par ce format 24-36 qui n'a physiquement pas de raison d'être. Ça aurait pu être plus grand, ça aurait pu être plus petit. Il se trouve que tout le parc optique argentique ancien est calibré pour du 24-36, et il y a toujours ce rêve du grand capteur, alors qu'on a tendance à oublier, surtout les jeunes générations, que finalement le 24-36 en argentique, c'était le petit format. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et après, de manière beaucoup plus récente, avec le tournant du numérique, le 24-36, ce que ça apportait, ou plutôt ce que ça rapportait, ça ramenait devant la scène, c'était la possibilité d'avoir des faibles profondeurs de champ que l'on n'avait pas forcément avec de la PSC, et surtout que l'on n'avait pas avec des compacts. Et c'était une manière de différencier le
photographes lambda du dimanche et Tata Janine, qui faisaient des photos avec des profondeurs de champ très 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 longues parce qu'ils n'avaient techniquement pas le choix, parce que Tata Janine elle s'en moquait un petit peu, je pense. Et on revient à l'idée que le format 24-36 c'est un truc de pro, quoi. Exactement, tout comme le fait d'avoir un objectif ouvert à f1, f1.4 et tout ça, c'est un truc de pro, il faut en avoir un en gros avec beaucoup de pixels et tout ça, alors que c'est pas forcément adapté à tous les usages, et c'est ce qu'on a tendance à oublier. Mais le marketing marche très 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 bien. Oui, puis en termes de marketing, c'est vrai que toutes les références sont faites au 24-36, même encore aujourd'hui, quand on parle d'optique APS, micro 4 tiers, on parle d'équivalent 24-36, même Fujifilm, qui n'est pas sur le segment de l'hybride 24-36, parle de super grand format, pour parler de ces appareils moyen GFX, format. Moyen format. On sent que, je ne sais pas si c'est le nouveau roi de la photo ou de la vidéo à l'heure actuelle, en tout cas, ça a toujours été la référence, si on parle comme ça. Un référent. Bon, en tout cas, ce qui est quand même évident sur ce marché, c'est que les constructeurs mettent le paquet sur ce côté hybride 24-36 et délaissent un peu l'univers du réflexe. Si on raisonne, en fait, c'est quoi les avantages d'un hybride comparé à un réflexe, s'il y en a ? Il y en a plein. Il y en a plein. Le premier avantage qui n'est pas forcément visible par l'utilisateur final, c'est la simplification technique. Et plus particulièrement la simplification mécanique, dans la mesure où, comme il n'y a plus de chambre réflexe et de miroir à relever, il y a déjà toute cette question de fiabilité du mécanisme à moins à gérer. C'est une première chose. Donc du coup, il y a aussi physiquement l'encombrement qui est moindre, bien que certains modèles, notamment chez Panasonic et Leica, soient un petit peu enrobés, dirons-nous. Ça, c'est une première chose. Après, si on regarde l'histoire de la photographie, sur la photographie, d'un point de vue technique, est toujours aller vers la simplification. Intégrer le plus d'éléments possibles et de fonctionnalités possibles dans un même organe. Et là, avec l'hybride, on a tout en fait qui est piloté par le capteur. On a l'image, photo et vidéo, on a l'autofocus, on a l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est le processeur. On a, qu'est-ce qu'on a aussi ? J'ai oublié. L'exposition. On a plein de petites choses qui finalement se débarrasse du entre guillemets superflu, hein, mais du superflu qui fonctionne très très bien sur des boîtiers Reflex Pro, notamment le besoin sur des D6 et des DX Mark III d'avoir une mesure d'exposition séparée, une mesure autofocus séparée. C'est quelque chose qui est utile pour une fraction minime de la population photographique, mais d'une manière historique donc, on est sur une évolution qui est parfaitement logique. D'accord. C'est vrai que le principal avantage, ça va être de visualiser, pour le grand public, en tout cas habitué au smartphone dont on parlait tout à l'heure, ou Tata Janine, c'est de visualiser d'ores et déjà ce qu'on photographie dans le viseur ou à l'écran. Voilà. On obtient ce qu'on voit. Ça, c'est déjà quand même peut-être un avantage, mais qu'on avait constaté dès les premiers hybrides micro 4 tiers aussi à l'époque. Donc l'avantage de l'hybride 24-36, c'est vrai que ça va être le gabarit des boîtiers. On voit qu'on commence à avoir des boîtiers vraiment petits et stabilisés. L'Alpha 7C, le Lumix S5. Le S5, il est aussi gros qu'un GH5, quoi. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Après, il faut prendre en compte le poids des optiques. Et là, effectivement, on est sur des encombrements proches du réflexe pour des optiques lumineuses. Des transstandards f2.8, des optiques 1.4. Il faut prendre ça en compte. En termes de prix, de poids, ça reste non négligeable. Après, il y a des optiques 24-36 qui arrivent, qui sont des zooms, les zooms de kit standard qui sont vraiment tout petits, comme celui de la l'Alpha 7C, et qui sont aussi tout pourris, qui sont tout petits. Voilà, le retour du 1855. Ah, exactement, l'équivalent des 1855 de réflexe APS-C d'entrée de gamme. On voit des 28-60, des 24-50, un 20-60 chez Lumix. Mais bon, il faut bien commencer quelque chose. Ouais, il faut bien commencer quelque chose, mais d'un autre côté, tu as des gens à qui on vend la qualité 24-36 professionnelle pour 2000 € et qui se retrouvent avec un objectif qui finalement ne fera pas de meilleures photos forcément que ce qu'ils pourraient avoir en APS-C ou en micro 4 tiers. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Alors les tests sont, c'est vrai, mais les tests là pour le coup sont vraiment importants et pour les avoir testés dans le magazine, le 24-50 Nikon et le 20-60
Lumix sont pour le coup des bonnes surprises. C'est pas encore, je pense, le cas du 28-60. Puis cette problématique Sony. d'objectif en kit, c'était la même dans l'univers du réflexe, sauf que peut-être oui, il y avait des objectifs un peu plus prestigieux. Je pense à un 24-105 f4 par exemple, qui était souvent proposé en kit avec des 5D par exemple ou des 6D. Mais bon voilà, quelqu'un qui s'intéresse à la photographie, qui a envie de se faire plaisir, il se laisse séduire par un hybride 24-36, il démarre avec l'optique de kit. Il va très vite se rendre compte qu'il ne tire pas le max de ce qui est possible de faire avec son boîtier et il se laissera tenter par soit une petite focale fixe ou un zoom un peu plus haut de gamme. Ça, c'est le jeu, ça a toujours été ce jeu-là de la photographie et de l'équipement d'une manière générale. Alors après, il y a un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué sur l'hybride 24-36, c'est tout le côté vidéo. Puisque maintenant, j'ai le sentiment que la vidéo est quasiment mise plus en avant. Les possibilités vidéo sont plus mises en avant que les possibilités photo sur les boîtiers. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du chemin en photo, ou c'est que la vidéo c'est tellement tendance que tous les photographes se mettent ou vont se mettre à faire de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que si on regarde le teasing de Canon sur son EOS R5 par exemple, qui est un peu le pendant hybride du 5D, 8K RAW 30p voilà. En interne. Ils ont fait toute leur com sur les capacités vidéo du boîtier. Le R6 un petit peu moins, mais finalement aussi, qui filme en 4K 50p. Le S5, c'est un petit GH quelque part hybride. La 7C, on parle de l'écran orientable dans toutes les directions pour faire du vlog, etc. On a l'impression, en tout cas en termes de communication, que les marques insistent vraiment sur ce domaine-là. Alors qu'en termes d'usage, il y a beaucoup de choses à dire sur la vidéo et le 24-36. Il faudrait consacrer une émission sur les difficultés en termes de mise au point. On n'y est pas du tout en termes d'ergonomie. Voilà, à moins d'affubler l'appareil de toutes sortes d'accessoires, c'est loin d'être évident de filmer avec ces appareils-là. Mais oui, la vidéo est devenue un outil marketing parce que peut-être on est arrivé, en tout cas, à une certaine saturation du marché du côté de la photo. Qu'est-ce qui reste encore à inventer du côté de la photo pour vraiment séduire ? Changer le game, comme ils disent. Ouais, c'est ça. C'est pas... C'est des choses marginales. Quand on voit aujourd'hui que même, par exemple, à tout hasard, l'Olympus OMD EF10 Mark IV, qui a un capteur micro 4 tiers, 20 millions de pixels, très classique, aujourd'hui, avec un petit boîtier comme ça qui est vendu 700 € de mémoire, on monte à 6400 ISO très facilement. Très facilement, il y a toujours des enquiquineurs, désolé, qui vont dire qu'il y a du bruit au fond quand on regarde la photo à 300%, certes, mais dans un usage commun, 6400 ISO, c'est déjà très élevé, surtout si on utilise un objectif ouvre f2 ou plus. Donc, à part certaines exceptions qui montent au-delà des 200 000 ISO sur un appareil photo, je pense à la Facette S Mark III que tu as évoqué, ou D6 qui monte lui à 3 millions. En vrai, en photo, on n'a pas besoin de cette très haute sensibilité. En termes de vitesse d'obturation, c'est pareil. On a des obturateurs électroniques qui montent à un 16 millième, un 32 millième, un 40 millième, un 50 millième, il me semble, pour les plus rapides. C'est pareil. À ce niveau-là, voilà. Donc c'est un petit peu ce que tu dis, c'est qu'on est arrivé au bout de ce dont on a réellement besoin en tant que photographe. On peut toujours améliorer la dynamique des capteurs, mais c'est pareil, la dynamique des capteurs, ça pose... De plus en plus compliqué à améliorer, parce que comme ils mettent de plus en plus de pixels... Ça pose surtout une question esthétique. C'est au bout d'un moment, est-ce qu'on a besoin et envie que tout soit parfaitement clair, visible dans une image. Voilà, faut savoir compenser. Donc, je pense que déjà, niveau qualité d'image photo, ça fait 3-4 ans, voire plus. Déjà, quand j'étais chez Numérique, on me l'a beaucoup reproché, mais c'était une partie que je développais pas forcément, parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu prends n'importe quel appareil photo, tu fais des bonnes photos. Si tu n'es pas un mauvais photographe, d'ailleurs, même si tu es un mauvais photographe, tu fais des bonnes photos. Le côté vidéo est intéressant parce que la vidéo a besoin de technologies qui sont différentes, notamment en les hautes sensibilités. Tu parlais de la 4K 50-60p et la 4K 120p.
4K 120p, ça veut dire que ça fait 120 images par seconde, donc il faut une obturation à 1/250e d'image par seconde. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un truc qui tient la cadence derrière, tant en termes de sensibilité que de puissance. Voilà, ça, c'est utile. L'autre chose qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que pour toutes ces entreprises-là, la photographie est une activité secondaire. Quand on regarde des gens comme Panasonic, comme Sony... Nikon, ouais. Je mets Nikon à part. Je mets Nikon à part, parce que Nikon ne fait pas ses capteurs. Canon, tous ces fabricants de capteurs, c'est des gens, en fait, le gros, leur business, c'est un peu du broadcast, et c'est beaucoup d'industriels, c'est beaucoup de médical, c'est beaucoup de militaires, qui, eux, ont besoin de ces technologies-là, et c'est cool, parce qu'on peut en profiter. Par exemple, les obturateurs globaux qui vont arriver très, très, très vite, j'espère, c'est quelque chose qui vient de l'industrie. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques instants après une publicité. À vous, passionnés d'images, zoom sur une offre immanquable. En octobre, jusqu'à 300 € de remise sur une sélection d'objectifs Tamron en monture Sony FE. Compact et léger, les objectifs Tamron vous offrent polyvalence et performance. Portrait, paysage, reportage, quel que soit votre style, Tamron répond à votre besoin. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2020. Retrouvez la liste des magasins participants sur le site tamron.fr. Voir modalité en magasin. Alors, on a beaucoup théorisé pour l'instant cette question de la place de l'hybride 24-36 dans le game de la photo et de la vidéo. Vous êtes tous les deux des journalistes spécialisés, vous avez accès à absolument tous les appareils, vous les testez, vous les prenez en main, vous avez les informations avant même qu'ils soient sortis. Donc moi, je pense que vous êtes quand même un petit peu déformés parfois sur certaines de vos réflexions. Donc je vous propose qu'on appelle quelqu'un qui est peut-être plus en première ligne avec le marché final. On va appeler Sébastien Marignani qui tient une boutique, spécialisée en photo à Paris qui s'appelle Sélection Photo Vidéo. On l'appelle tout de suite pour avoir un peu son point de vue sur tout ça. Bonjour. Salut Sébastien, c'est Arthur pour Faut pas pousser les ISO. Bonjour Arthur. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Et toi ? Écoute, ça va très bien. Je suis très bien entouré. Je suis avec Benjamin Favier et Bruno Labarbère. On discute autour de la place de l'hybride 24-36 sur le marché de la photo. On se demande un peu si c'est devenu si cette catégorie d'appareils est devenue un peu le roi du game en photo et en vidéo. Alors on a eu l'avis des journalistes spécialisés, mais moi j'aimerais bien avoir ton avis en tant que distributeur et de vendeur, toi qui es en première ligne, si je puis dire, avec les utilisateurs finaux sur cette question. D'accord. D'abord, bonjour Benjamin et bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Aujourd'hui, effectivement, il y a un parc, surtout avec les nouveautés qui sont sorties il y a quelques semaines, un parc de plein format qui devient assez conséquent. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a gagné le game ? C'est une question qui n'est pas simple à répondre. On a aujourd'hui en fait des pleins formats dans toutes les marques, hormis Olympus et Fuji, qui conservent en fait l'idée de rester sur de la PSC pour l'un et le micro 4 tiers pour l'autre, qui est pas idiote comme stratégie, dans la mesure où vient se greffer en fait au plein format des optiques, et les optiques restent quand même très volumineuses, et certains utilisateurs, quand ils sont passés à l'hybride, pour justement avoir une taille de boîtier et surtout une taille d'optique plus petite. Aujourd'hui, ce qui était l'argument marketing de base. C'était l'argument de base. Et c'est l'argument aussi que nous on tenait. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait avec un réflexe d'il y a 4-5 ans, souvent les gens nous disaient je veux que ce soit plus petit, plus léger, plus maniable, que je puisse transporter partout. On le dirigeait plus vers l'hybride que de reprendre un réflexe. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu différent. Alors, du coup, toi, sur tes clients, si je puis dire, en magasin, donc on va imaginer deux scénarios. Donc, quelqu'un qui se met à la photo et pour qui c'est un premier appareil. Donc, j'imagine que naturellement, il va
il va se diriger vers l'hybride, qu'il soit 24-36 ou pas. Puis tu as ta base de clients qui est déjà équipée en réflexe. Est-ce que cette base-là, elle est convaincue par l'hybride? Est-ce qu'elle fait le switch? Et est-ce qu'elle fait le switch dans la même marque que son réflexe? Alors, dans la même marque, en général, oui, puisqu'en fait, le nerf de la guerre étant les optiques. Ouais. Quand tu n'as pas d'optique, effectivement, tu ne te poses pas la question. La page est blanche et tu peux choisir n'importe quelle marque et n'importe quel format, à la limite. Quand tu as les optiques, c'est plus ennuyeux. Alors, dans cette catégorie-là, on va en avoir deux. Les pros, qui sont avec des optiques qu'ils ont acquis au fur et à mesure du temps. Donc, on va dire qu'ils ont du 14 mm au 600 mm. Pour des gens Canon qui et Nikon, là, pour le coup. Voilà, Canon et Nikon, évidemment, pour le coup, effectivement, ces deux marques-là. Ce ne sont pas des gens qui vont passer directement à l'hybride. Donc, ils passeront à l'hybride via une bague pour mettre leurs optiques. Sauf que le gain, hormis d'avoir un viseur électronique, où beaucoup d'entre eux sont pas encore satisfaits, mais il y a aussi une résistance au changement. Il y a aussi dans ces cas de figure des gens qui sont un peu résistants. Le fait de changer, de passer sur un viseur électronique, sans avoir mis l'œil dedans, beaucoup me disent c'est pas bon. Donc c'est un peu quand t'aimes pas un légume, tu sais, moi les haricots verts j'aime pas ça, mais j'en ai jamais mangé. Ben là c'est un peu ça. Donc là il y en a besoin de faire beaucoup de pédagogie, de leur mettre un œil derrière le viseur, de leur montrer qu'aujourd'hui on a quand même des viseurs qui sont d'extrême qualité, et de donner tous les arguments possibles pour utiliser un viseur électronique. Donc tu as cette catégorie là qui va changer, mais très doucement. Vraiment très doucement. Ils vont continuer sur du réflexe. Ça va être du D850 ou du 5D Mark IV globalement. Du 1DX parfois et du 6D d'autres fois. Donc voilà, on est sur cette base-là. Ces gens-là vont pas sortir tout de suite du réflexe. La deuxième catégorie, c'est les amateurs avertis qui ont aussi des optiques, qui étaient ou chez Nikon et chez Canon. Eux passeront à l'hybride. Ils passeront à l'hybride aussi via une bague, parce qu'ils ont des optiques. Mais ça sera plus facile, ça sera plus naturel. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas cette résistance au changement. Et quand on va leur expliquer qu'ils vont pouvoir voir l'image, la réussite de l'image avant de la prendre, parce que le viseur électronique va leur donner exactement ce qu'ils sont en train de prendre. Ça leur parle. Ça leur parle. Ça leur parle parce que du coup, ils ont vraiment une idée de leur prise de vue. Ça va leur faire gagner du temps, ça va les rassurer. Et ça va leur plaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, globalement, c'est que tous les gens qui ont fait le switch de passer du réflexe à l'hybride en conservant les optiques, tout doucement, ils passent à l'hybride à 100%. C'est-à-dire que tout doucement aussi par rapport au parc qu'il va y avoir sur le choix de la marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils passent en Canon ou en Nikon, la gamme d'optiques n'est pas suffisamment importante pour que les gens fassent le choix de passer directement sur des optiques hybrides. Mais ça va venir tout doucement. Ça va venir également comme c'est venu pour Sony. Sony au départ, tout il n'y avait pas grand-chose et là ils ont la gamme la plus développée du marché, quoi. Voilà, c'est ce que le disaient leurs concurrents. Leurs concurrents leur disaient ouais, mais enfin Sony, t'as vu, ils ont 3 optiques, quoi. Donc alors que nous, on en a 45. Sauf que ça a changé. Et je dirais le game a changé et c'est Sony qui a fait changer le game. C'est-à-dire que là aujourd'hui, ils ont une gamme d'optiques qui est en hybride, j'entends en hybride plein format, qui est supérieure aux deux autres marques. Ouais. C'est un Canon et Nikon. Donc ça va venir tout doucement, je pense qu'ils vont changer. Les gens qui sont passés, par exemple, nous on a eu un switch assez important de Canon à Sony à une période. Les gens ont conservé leurs optiques Canon, mais tout doucement, ils ont revendu leurs optiques Canon et ils sont passés en hybride Sony à 100%. Et aujourd'hui, plus aucun des canonistes n'a d'optique Canon dans son parc. Ils sont passés à 100% en Sony. Et ce qui arrivera certainement, je pense, à ceux qui feront un switch de leur boîtier réflexe à leur boîtier hybride, puisque c'est la question de départ que tu m'as posée, mais ces gens-là passeront tout doucement à 100% en hybride, aussi par rapport à ce que sortira Nikon en optique et ce que sortira Canon. Et Sébastien, j'ai une petite question. Qu'en est-il de la vidéo? On a beaucoup parlé, nous, des arguments marketing des constructeurs qui mettent en avant les capacités vidéo de leur boîtier. Toi, par rapport à tes clients, est-ce que tu sens un besoin de ce côté-là ou comment toi, tu accueilles ces sirènes marketing? Alors, là, s'il y en a bien qui gagne sur toutes les coutures, c'est Sony avec l'Alpha 7S3 que tout le monde attendait depuis 5 ans. Alors, pour la vidéo, pour mes clients, ils ne voient que l'Alpha 7S3 qui, pour eux,
Les sirènes, tu parlais de sirènes, mais les sirènes qu'on peut avoir avec de la 6K, de la 8K, pour l'instant, alors je parle encore une fois pour mon type de client, c'est peut-être certainement pas une généralité, mais en tout cas pour mon type de client, avoir le meilleur boîtier 4K possible, c'est-à-dire avec toutes les possibilités de définition et de choix de prise de vue, c'est aujourd'hui Sony qui remporte le jeu, hein, clairement. Après, est-ce que les gens je ne sais pas s'il y a beaucoup de photographes purs et durs qui font très attention à ça. C'est pour ça que je pense qu'on va vendre beaucoup plus de Z certainement que de R, c'est-à-dire beaucoup plus de Nikon que de Canon. Et Sony, qui lui a une gamme de boîtiers réflexes, lapsus, de boîtiers hybrides plein format, vont continuer. Et je pense que l'arrivée du 7C va ouvrir à d'autres clients encore. Des gens qui... Le seul souci, en fait, pour moi, c'est la taille des optiques. C'est-à-dire que la taille des optiques fait que les gens sont quand même encore un peu réticents sur le plein format. Et du coup, juste puisque tu évoques rapidement le sujet, est-ce que tu as encore beaucoup de clients APS-C et micro 4 tiers ? Alors oui, nous, micro 4 tiers, on a une communauté qui est assez importante. Et c'est aussi parce que voilà, on aime bien ce format-là, et pareil pour la PC, mais en tout cas pour le micro 4 tiers, encore une fois, je redis ce que je viens de dire, c'est la taille des optiques qui a tout fait. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui font des photos dans des conditions un peu particulières qui peuvent être les manifestations. Ils sont passés du réflexe plein format au micro 4 tiers parce que tu as t'as l'équivalent d'un 600 mm qui ressemble à peine à un 300 mm 4 de chez Nikon. Donc tu as des optiques grâce à ça, des optiques qui te permettent de faire des prises de vue qui n'étaient pas possibles auparavant parce que dans des conditions, vous avez vu les conditions aujourd'hui de manifestation qui sont assez violentes, où il faut se déplacer vite et on n'est plus sur un système de prise de vue, c'est pas péjoratif, mais à la papa où tu te mets dans un coin, tu fais tes photos et puis tu rentres directement au métro tranquille. Là, c'était pas le cas. C'est les conditions de photo de guerre là. Voilà, donc exactement. Et ces gens-là sont passés, et on a beaucoup de pros qui sont passés au micro 4 tiers. Alors micro 4 tiers ou Fuji en APS-C. Très peu sont passés sur du Sony en APS-C pour ce type de photographe. Alors je pense que le fait que le nom Fuji, le nom Olympus, c'est important pour eux dans la mesure où ça reste des noms photographiques et que sont des gens qui étaient quand même attachés à la marque Canon ou à la marque Nikon sont passés au micro 4 tiers Olympus et Fuji aussi parce qu'il y a un côté historique et un attachement à une marque photo. Ok, super. Merci beaucoup Sébastien pour ta vision sur le sujet. Bon, on se rend bien compte que même si c'est clairement une tendance, l'hybride 24-36, c'est pas encore complètement plié cette histoire-là. Bon, évidemment, il y a autant de photographes que d'appareils photo. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Et c'est tant mieux, puisque ça permet d'avoir une diversité de constructeurs, d'appareils photo et de systèmes différents. Sébastien, je rappelle que tu gères la boutique Sélection Photo Vidéo qui appartient au groupe Fox, une boutique de spécialistes qui est située aux 4 rues de la Laborde dans le 8e arrondissement de Paris. Si je ne m'abuse, aujourd'hui il se passe un événement un peu spécial dans ta boutique puisque tu as le photographe Charlie O qui se propose de tirer le portrait de tes clients à un tarif absolument symbolique. Alors oui, tarif symbolique puisque c'est 1 €. En fait, Charlie m'a appelé il y a 2 semaines pour me dire voilà, je veux trouver une solution pour soutenir 2 choses qui me tiennent à cœur, les boutiques photos comme les tiennes et un magazine qui est le monde de la photo.com. Le magazine parce que effectivement lors du confinement, les kiosques étant fermés, à part la version numérique, rien ne se vendait. Et nous aussi, parce qu'on était confinés, où on avait 0 client et 0 vente. Donc il a voulu taper fort et il a dit voilà, je vais inviter tout mon carnet d'adresses à venir, plus mon carnet d'adresses, donc ça fait quand même un paquet de personnes, à venir donc de ce matin, donc ça a commencé à 10h, ça va se finir à 20h et pour lui c'est aussi un challenge, il va réaliser des portraits dans nos studios toute la journée. Donc voilà.
Ça marche. Bon bah écoute, c'est super Sébastien, je te remercie. Bon courage pour cette longue journée de portrait et à très bientôt, j'espère. Bruno. Oui. Bruno, ton actualité. Alors on est un mois réponse photo ou on est un mois science et vie photo là? Alors, ça sort. Le dernier numéro de Réponse Photo vient de sortir. D'accord. Avec un dossier consacré au style photographique. Au style photographique. Voilà. Ok. Qu'est-ce que le style? Comment trouver son style? Quel est le style des photographes célèbres? Donc, il y a une étude de cas, des petits conseils faits par mes camarades. Je crois que c'est Thibaut, Julien et Philippe qui s'y sont collés. Ok. J'ai pas beaucoup intervenu. Je ne suis pas beaucoup intervenu dans ce numéro puisque j'ai juste fait le test du Leica M10R, de l'Alpha 7S Mark III et du Sigma 85-1.4 Art que je recommande très chaudement. Bien que je n'aime pas le 85 mm. Enfin, à titre personnel en tant que focal. Voilà. Par contre, réserver une petite place pour le mois de novembre et le non-salon de la photo, puisqu'à cette non-occasion, le guide d'achat annuel de Science et Vie Photo sortira. Ça marche. Et vous savez quoi? On va y parler d'Hybrid 2436. Super, écoute, merci beaucoup Bruno, tu es le bienvenu quand tu veux de nouveau au micro de cette émission. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut lire dans le dernier numéro du Monde de la Photo ce mois-ci? Alors dans le dernier numéro, en attendant notre guide d'achat aussi, dans le numéro actuel du Monde de la Photo, donc on peut lire un grand dossier sur la street photo, avec notamment beaucoup de portraits faits par Charles Yeo en noir et blanc dans les rues. Voilà, il faut découvrir son travail. Une prise en main terrain du Lumix S5, assez copieuse, avec un éclairage sur cet hybride 24-36 très compact, qui n'a rien à voir avec les premiers S1 en termes de gabarit. Et un test sur le R5 aussi, à ne pas rater, de Canon, sur lequel on revient en détail, à la fois en photo et en vidéo, sur les limites de durée de tournage qui sont réelles et qui sont quand même assez pénalisantes, malgré une qualité photo indéniable et très séduisante. Il faut souligner ça. Ok, écoute, merci Benjamin, ça va être retrouvé dans le dernier numéro du Monde de la Photo qui est disponible en kiosque. À la semaine prochaine Benjamin, merci Bruno, et puis ça conclut cette première émission de ce nouveau podcast Faut pas pousser les ISO. C'était Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo et cet épisode vous a été présenté par Lumix, le S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Nous nous intéresserons aux optiques à très grandes ouvertures avec Renaud Labracherie, rédacteur en chef adjoint du magazine Les Numériques, Nicolas Gillet, directeur du marketing et de la communication chez Nikon France, et la photographe Agnès Colombo. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.